Sans jamais avoir vraiment déserté le débat public, force est de constater que la laïcité connaît une nouvelle importance à la fois dans le débat public, dans les politiques publiques, et puis elle convoque aussi l'école à son service, voire parfois à sa rescousse. Quelques éléments de mise en perspective parce que nous allons avoir à tenter de définir cette laïcité, nous allons essayer d'en mesurer les enjeux et il est important de partir de quelques points communs. Le premier, tout simple, la France est une république laïque. C'est une affirmation de l'article 1er de la Constitution de notre pays. Il s'agit donc pour nous de prendre en compte ce principe fondamental. Ce n'est pas une option parmi d'autres, une option idéologique, une option partisane, qui connaîtrait ses pour et ses contre, mais bel et bien une notion partagée, garante pour chacun individuellement et pour tous ensemble, garante du respect des différences et de l'unité nationale. Nous ne pouvons pas être étrangers à cette laïcité. De son côté, l'Église a aussi cheminé dans sa propre réflexion sur la laïcité. Depuis longtemps, mais autour de la notion même de la laïcité, dans des temps plus récents, dès le lendemain de l'après-Seconde Guerre mondiale, et de manière plus développée, bien sûr, dans le travail du Concile Vatican II, qui réaffirme et qui formule sa propre adhésion à la laïcité. Sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Et puis troisième mise en perspective, notre République, l'Église et bien sûr l'école. Certes, on ne saurait faire porter à l'école seule les enjeux de la laïcité, les enjeux que connaissent nos sociétés contemporaines, mais il est néanmoins bien légitime que l'on en appelle à la responsabilité des acteurs de l'école. Parce que qu'est-ce qui est en jeu ? Eh bien, ce qui est en jeu, c'est la liberté de la personne humaine et son être social. Et que dès lors qu'il est question du développement, de la croissance de la personne humaine en liberté et en liberté sociale, eh bien, l'école doit être au service de cette croissance. Le point d'entrée, c'est nécessairement d'assumer, de prendre compte, de tenir compte du fait que nous avons affaire à une notion polyphonique et que nous ne pouvons pas, et c'est peut-être heureux, nous ne pouvons pas donner de cette laïcité une définition dogmatique. Mais nécessairement, nous acceptons d'être confrontés à une notion qui est mouvante et qui est en tension. Ce qui est donc proposé ici, c'est plutôt d'essayer de prendre en charge cette multiplicité de sens et pour cela de tenir compte de trois préalables. Le premier, c'est qu'on pourrait dire qu'il existe une laïcité dans les textes, une laïcité dans les têtes. Que certainement une approche juridique est nécessaire, elle est même indispensable de manière à un peu objectiver la notion, mais que néanmoins nous avons affaire à quelque chose de plus large et qu'il est vain d'espérer que sa traduction dans les seules notions juridiques puisse nous en apporter une définition. Deuxièmement, évidemment, il s'agit d'une notion façonnée par l'histoire, qui connaît au cours du temps des définitions changeantes et qui s'adapte aux besoins d'un temps, puisqu'elle est reliée à la cohésion d'une société donnée. Enfin, troisième préalable, nous sommes toujours dans une définition en tension. Nous allons évoquer des termes de définition qui s'équilibrent les uns les autres et qui donc vont être de telle manière que selon la position, l'option de chacun, eh bien, cette tension va s'équilibrer de manière peut-être différente. Ça n'empêche pas d'en parler ensemble, mais néanmoins il faut apprécier cette tension entre différents termes. Finalement, disons que donc nous n'avons pas affaire à un dogme, on pourrait peut-être évoquer une sorte de notion plastique, quelque chose qui se façonne, qui se module, je l'ai dit, en correspondance avec les besoins du temps,
elle est attentive aux sensibilités nouvelles et elle recherche toujours à incarner les espérances d'une société. Avant d'entrer dans les éléments de définition eux-mêmes, ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais néanmoins se dire que les héritages de l'histoire, enfin aucune réflexion sur la laïcité ne peut se dispenser d'un petit détour, d'une prise en compte de quelques héritages de l'histoire. Donc pas ici de parcours historique, mais plutôt la prise de la mesure, prendre la mesure de ce qui dans notre inconscient collectif pèse historiquement. La notion, si vraiment on voulait être un peu strict et rigoureux du point de vue de l'histoire, elle n'apparaît comme notion que dans, on va dire, la deuxième moitié du XIXe siècle, la fin du XIXe siècle. Bon. Néanmoins, il est évident que sa relation avec ce qui se joue dans le siècle des Lumières et la Révolution française, la filiation est directe, mais au-delà même, il ne faudrait pas hésiter probablement dans un long parcours historique à remonter aux premières réflexions politiques de la Grèce antique, à la Renaissance, à la Réforme, aux guerres de religion, à l'édit de Nantes. Enfin voilà, on voit bien qu'on est dans une perspective historique longue, que j'essaye de synthétiser peut-être de manière un peu caricaturale en disant finalement l'enjeu est à peu près toujours le même, sur un terrain à la fois philosophique et à la fois politique, c'est celui de la liberté, liberté de la pensée et de l'émancipation de l'individu, et puis autonomie, on est sur le terrain politique, autonomie des institutions par rapport aux formes de tutelle religieuse. Voilà les deux éléments qui traversent toujours l'histoire. Si on devait, par exemple, c'est très intéressant d'aller voir dans le Creuset, je ne prends que cette illustration, le Creuset de la Révolution française avec ses propres hésitations, paradoxes qui témoignent bien, là au cœur d'un moment important, de la façon dont la laïcité se construit dans des tensions. Nous avons dans le même instant, par la même assemblée constituante, à 2 années d'écart, nous avons une constitution civile du clergé, qui est finalement une sorte de nationalisation du fait religieux, mais donc l'État et la religion sont en connexion directe, constitution civile du clergé, et en même temps, nous avons le retrait, enfin le fait que l'on enlève la responsabilité de l'État, l'État civil, ce qui devient l'État civil ne sont plus les registres paroissiaux. Donc vous voyez bien, on a d'un côté une séparation stricte, il n'est pas normal que ce soit l'Église qui porte l'État civil, donc on sépare, et puis dans le même moment, cette même Église, eh bien, elle devient fonctionnaire. Donc on voit bien les hésitations, ce moment historique, je ne pointe que celui-là, montre bien qu'à tout instant de l'histoire, cette longue histoire que nous avons évoquée, ces tensions se font jour. Je voudrais juste pointer 2 choses en conclusion de c'est même pas un parcours historique, mais plutôt voilà, une mise en perspective, se dire, attention, prenons là encore la mesure de ce que nous avons, les uns et les autres, dans notre propre arrière-fond de réflexion, à la fois sur le terrain de la pensée et sur le terrain de la société. Sur le terrain de la pensée, il est difficile d'imaginer que la question de la laïcité se pose hors d'un dualisme entre lumière et obscurantisme. Il y a, pour les uns comme pour les autres, le soupçon réciproque que l'autre est moins en mesure que moi de comprendre le monde. Pour les tenants de la raison, il y a l'idée que toute forme de croyance obscurcit la réflexion qui est la mienne. Et pour les croyants, cette idée que sans la lumière de la foi, le monde est moins intelligible. Et donc, sur la question de la pensée, il y a une forme de distorsion. Il faut juste en prendre la mesure, c'est comme ça. Et sur le terrain de la société, c'est un peu pareil. Question se pose, on pourrait dire peut-être autour de la modernité, cette idée que, et ça prendra dans une forme un peu radicale, dans la guerre des 2 France, puis dans la guerre des 2 écoles, qui en est le dernier avatar, cette idée que entre révolution et conservatisme, entre progrès et tradition, eh bien, il faut choisir son camp. Quand probablement les 2 peuvent servir ce travail. Voilà donc cette rapide perspective historique. On peut peut-être la conclure en disant qu'il faudrait dégager, plusieurs commentateurs, des spécialistes de la laïcité s'y sont employés, des temps différents
de la laïcité, période de la laïcité de combat, période de l'accommodement, période de la laïcité dite plus positive, etc. etc. Bon, les terminologies sont variées. Ce qui est certain, c'est que à la laïcité, il est très clair qu'aujourd'hui, à la laïcité de combat a fait peu à peu place celle d'une valeur partagée. Ça, c'est le premier point. Et aussi, à titre de conclusion, mesurer que le pluralisme n'a cessé de croître dans les sociétés contemporaines, ce qui détermine évidemment une définition particulière de la laïcité, et que le mouvement global de sécularisation dans la société démocratique fait aussi partie des éléments de contexte qui aident à la comprendre dans sa réalité actuelle. Pour cette définition, tentons donc de dépasser la polysémie, ou plutôt de la prendre en charge, sans, nous l'avons dit, construire un dogme, mais plutôt en dégageant des constantes qui permettront de la comprendre ensemble, au-delà des diversités d'approches. 3 éléments sont proposés comme étant des éléments nécessaires de sa définition, finalement des éléments combinatoires qui permettent d'arriver à une définition. Ces 3 éléments: neutralité de l'État, protection des libertés fondamentales et unité nationale. Ils vont, d'une certaine manière, s'ajuster avec des curseurs différents, selon les uns ou les autres, mais nous considérons que ces 3 éléments sont indispensables, peut-être pas suffisants, mais en tout cas nécessaires à une définition de la laïcité. Entrons par la neutralité de l'État. C'est évidemment le premier élément un peu communément accepté d'une définition de la laïcité. Il provient de la distinction entre ce qu'on appelle les ordres temporels et puis les ordres spirituels, donc l'ordre politique et l'ordre religieux, et qui prend forme en France, en particulier sous la forme dite de la séparation. C'est Victor Hugo qui dit dans l'un des grands débats à l'Assemblée nationale sur la question de la laïcité: « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». Donc voilà, nous démarrons sur cette question de la séparation, mais pour l'essentiel, la neutralité de l'État, c'est un peu autre chose, et ça a 2 implications, souvent confondues, qui méritent d'être distinguées. La première: l'État est neutre en lui-même. Et la seconde: l'État observe à l'égard des citoyens une rigoureuse neutralité. Autrement dit, la première se réalise essentiellement dans le service public, ce qu'on appelle la neutralité du service public, et celle de ses agents. On voit bien les questions contemporaines qui se posent là-dessus. La seconde est différente, et il ne faut pas les confondre, c'est la neutralité de l'État à l'égard du citoyen, et donc à l'égard de l'usager du service public. Ces 2 questions sont un peu différentes, il faudrait y revenir. Attention cependant, autant le point de la neutralité est absolument déterminant dans une définition de la laïcité, autant souvent on le confond avec elle. Et pour un certain nombre de nos contemporains dans cette société, eh bien finalement la laïcité, c'est la neutralité elle-même. Or, nous n'avons là probablement affaire qu'à un moyen et non pas à une fin, nous y reviendrons. J'ai commencé par la neutralité, parce que c'est là qu'on rejoint chacun dans l'idée qu'il se fait de la laïcité. Mais en réalité, il est beaucoup plus juste de considérer que la définition première, le premier élément de définition de la laïcité est du côté de la liberté. Il n'y a pas de définition de la liberté, de la laïcité, qui ne commence par la liberté. Et tel est bien le sens de la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État elle-même. Nous allons trop rapidement, spontanément, au 2e article de cette loi, qui évoque le fait que l'État, la République, ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Cette définition séparatiste. Mais en réalité, il y a un article 1er. Et l'article 1er mentionne la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Et donc on voit bien qu'y compris dans l'esprit du législateur, et les débats de l'époque sont très éloquents à ce sujet, ce dont il s'agit, c'est bien de garantir une liberté, et une liberté publique, d'organiser une liberté. Donc la définition il faut respecter l'ordre de la loi, la définition de la laïcité commence par l'article 1er, celui
d'une définition, d'une entrée par la liberté, par les libertés, liberté de conscience, évidemment, liberté religieuse, traduite aussi en liberté d'opinion et d'expression. Ce point est absolument fondamental. Il y a, nous le savons, les limites de l'ordre public, mais elles ne doivent pas être disproportionnées par rapport à l'intention initiale, qui est bien celle de la liberté. Nous disions que la neutralité de l'État n'était qu'un moyen, nous sommes là sur une fin. C'est donc bien différent. La fin de la laïcité, l'objectif de la laïcité, finalement, c'est d'abord la liberté des personnes et des communautés. Donc ces deux premiers éléments, puis le troisième qui vient les compléter nécessairement et de plus en plus nécessairement au cours de l'histoire, même si c'est déjà présent, eh bien c'est ce qu'on peut appeler la cohésion du corps social, ce que plus communément aujourd'hui on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire cette idée que la laïcité est dans une recherche toujours renouvelée du renforcement de la concorde entre les citoyens dans leur diversité de convictions. Une formule à propos de 1905, d'une formule célèbre qui dit, eh bien finalement 1905 c'est la concorde sans le concordat. Voilà, donc l'objectif de la concorde, il est absolument déterminant aujourd'hui, il l'a toujours été, mais ça apparaît, ça émerge plus significativement aujourd'hui, et donc cet élément sur lequel nous reviendrons, qu'est-ce que ça veut dire que le vivre ensemble, eh bien cet élément viendra en complément de la liberté et de la neutralité dans une tentative de définition. Voilà les trois points. Neutralité de l'État, liberté publique, et puis cohésion du corps social, concorde. On ouvrirait volontiers dans une recherche de définition sur une notion, à notre sens, trop peu convoquée pour faciliter une définition, qui est la notion du bien commun. Si l'on va, soit à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, mais même à la lumière des grandes philosophies, on inviterait volontiers Aristote dans ce débat, qui nous dit à propos de la communauté politique, il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, mais de bien vivre ensemble. Et donc cette notion du bien commun est absolument, peut être une piste intéressante de définition. Je reprends là la définition qu'en donne le Concile Vatican II. Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales permettant à la personne d'atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement. Et donc nous avons là, dans ces conditions sociales favorables, finalement une terminologie qui s'apparenterait, qui conviendrait bien à une forme de définition de la laïcité. Elle serait d'autant plus intéressante que, en même temps, nous sommes mis en garde en disant, à propos du bien commun, attention, ce n'est pas un bien recherché pour lui-même, c'est un bien recherché pour les personnes qui font partie de la communauté sociale. Et de ce point de vue-là, il faut probablement avoir la même vigilance, le même point d'alerte sur la laïcité, qui n'a pas de raison d'être un bien recherché en lui-même, mais c'est un bien recherché pour les personnes et pour les communautés qui forment la communauté sociale et la communauté politique. Donc, peut-être en guise de conclusion de cette première tentative de définition, et avant de passer aux enjeux, se dire, du côté du bien commun, peut-être pouvons-nous, ensemble, rechercher des éléments de définition. Nous l'avons dit, la laïcité est donc une notion plastique, et nous avons regardé comment, à travers trois éléments de définition, elle se construit dans une tension entre plusieurs points. Évoquons maintenant les enjeux. Et finalement, il peut être intéressant de regarder ces enjeux en les passant au crible de notre triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. Interrogeons en particulier les notions de neutralité et de séparation à partir de ces éléments. Parce que aujourd'hui, des évocations un peu trompeuses, pourrait-on dire, de la neutralité et de la séparation se font jour. Sur la liberté, crible de la liberté, la séparation n'est pas privatisation. L'une des difficultés de notre époque, c'est que le principe de la liberté de conscience, absolument fondamental et toujours rappelé, court toujours le risque
devoir reléguer les questions religieuses et spirituelles au registre de l'intime. La conscience est du côté de l'intime, du privé, et donc il y aura une tentative que la séparation ne soit plus celle de l'Église et de l'État, mais finalement la séparation de la sphère privée et de la sphère publique. Et là, je crois que c'est intéressant d'aller citer le rapport de Bernard Stasi, enfin de l'équipe de Bernard Stasi en 2003, parce qu'il dit bien les choses. Que le cadre laïque garantisse la liberté individuelle des choix spirituels et religieux ne signifie pas que ces questions soient confinées à l'intimité de la conscience, privatisées en quelque sorte, et que leur soit déniée toute dimension sociale ou capacité d'expression publique. Parce qu'alors, la laïcité, par une sorte de revers de l'histoire, deviendrait privation de liberté. Elle interdirait l'existence publique du religieux, là où elle est faite pour l'organiser et pour le permettre. Et donc, sur le registre de la neutralité, il est important qu'on veille à ce que nous restions bien dans la neutralité de l'État et non pas dans la neutralité de la société elle-même, qui est un glissement liberticide vers lequel sont tentées d'aller les sociétés contemporaines, imaginant de ce point de vue-là régler des questions certes difficiles. Voilà, séparation n'est pas privatisation au regard de la liberté. Au regard de la légalité, la neutralité n'est pas neutralisation. Neutralité et égalité, on l'a dit, vont de pair au regard de la loi. Mais finalement, la lutte contre les discriminations, qui est un travail d'égalité nécessaire, peut finalement dériver vers une sorte d'absence de reconnaissance de la différence. Ce qu'on est convenu parfois d'appeler une sorte d'égalitarisme uniformisant. C'est-à-dire que finalement, on neutralise la différence, on la gomme, parce qu'on pense qu'elle est un facteur d'inégalité. En réalité, c'est une erreur de considérer que la visée universelle, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, passe par la neutralisation des particularités. Celles-ci ne s'opposent pas à l'universel, elles ne le contredisent pas, bien au contraire, elles le révèlent. Ces mots sont peut-être un peu philosophiques, il s'agit de la tension entre universel et particulier. Je vais me permettre une illustration parce que je pense qu'elle est facile pour nous tous. C'est la question du patrimoine mondial de l'humanité. Nous voyons bien, nous sommes maintenant habitués à entendre les candidatures et les éventuels choisis pour ce patrimoine mondial de l'humanité. Que fait l'humanité à travers ça? Elle cherche bien quelque chose d'universel, quelque chose qui dit l'humanité à travers une culture, une architecture, même des fromages. Et voilà. Eh bien, quelle est la démarche? Et elle est très juste. C'est de dire, dans cette dimension particulière, dans cette culture très singulière, dans cette habitude culturelle et même de la table, eh bien, se dit quelque chose de l'universalité de l'humanité. Eh bien, c'est ça qu'il est très important de voir, et c'est bien une question, finalement, qui interroge la laïcité, parce que souvent a prévalu l'idée que pour être universel, il fallait que ce soit dégagé de la gangue de la particularité, et que n'était commun, partageable, universel, que n'était commune ou partageable, universel, que des valeurs qui étaient au-dessus. Et en réalité, ces valeurs sont bien universelles, mais elles le sont à travers une réalisation particulière, à travers une culture particulière, voire à travers une croyance particulière. Et donc, neutralité ne peut pas être neutralisation de ces particularités, au risque de courir l'impossibilité de la révélation de ce qu'est l'universel dans notre humanité. Et puis, maintenant, la fraternité, le troisième volet du triptyque républicain. Séparation n'est pas exclusion. C'est vrai que la laïcité, elle s'est manifestée, loi de 1905, elle se manifeste par séparation. Et donc, du coup, peut dominer l'idée qu'il y a du clivage qui est inhérent à cette laïcité. Et en réalité, eh bien, c'est tout le contraire. La laïcité est au service du rassemblement. Et si elle se veut fraternelle, elle ne peut pas être du côté des gardes-frontières, en disant, eh bien, écoutez, voilà, il y a un espace à ne pas franchir,
vos convictions, vous les gardez en communauté ou dans les convictions de l'intime, mais vous ne pouvez pas les partager parce qu'au-delà de cette limite, la frontière, eh bien c'est le vivre ensemble et que le vivre ensemble exclut la possibilité de l'affirmation de la différence. Et du point de vue de la religion elle-même, certes, elle n'est plus, elle ne doit pas être une affaire d'État, mais elle a droit de cité. Elle a même, d'une certaine manière, devoir de citer, puisque elle peut contribuer, elle doit contribuer à sa manière à la structuration du pacte civil. J'aime assez la devise, alors dans sa forme latine, parce qu'elle est plus éloquente, la devise de l'Union européenne, in varietate concordia, c'est-à-dire que la concorde s'atteint dans la prise en compte de la diversité, de la variété. C'est ça qui est notre objectif. Cette diversité, cette concorde, ne se fait pas malgré la diversité, mais à partir d'elle. C'est cela le vivre ensemble. C'est la découverte de l'autre et son acceptation. Autrement dit, ce que je vise là, un petit peu entre les lignes, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre communautarisme et communion. Ce que nous recherchons, ce que doit rechercher la laïcité, c'est bien une concorde communion et non pas l'exacerbation des communautarismes dans des isolements qui sont exclusifs. Donc vous voyez que les enjeux de la laïcité, les éléments de définition que nous avons posés en première partie, méritent d'être interrogés au crible de ce triptyque républicain de liberté et d'égalité et de fraternité. Là encore, on peut, comme nous l'avions fait pour le bien commun, imaginer peut-être une piste de travail autour d'un quatrième terme, connaissance et reconnaissance. Formule cette fois-ci du rapport que le Conseil d'État a produit en 2004 sur un siècle de laïcité. Et le Conseil d'État dit « Si l'État ne doit reconnaître aucune religion, il ne doit en méconnaître aucune. » Et cet enjeu est absolument déterminant. C'est-à-dire que, on est toujours avec cette question de la neutralisation, il n'y aura pas de saine laïcité sans la connaissance et la reconnaissance des autres. Et là, il faut travailler cette question. Pas plus que ne serait bonne une religion sans culture, ne serait saine une laïcité sans culture. Et sans culture des religions. Et donc, il faut que ce jeu de la connaissance-reconnaissance, alors même que la loi de 1905, finalement, dans son article 2, on entend ce « ne reconnaît », ne reconnaît aucun, eh bien, qu'il y ait bien ce travail de connaissance et de reconnaissance. Enjeu très contemporain de la laïcité, et qui donc la relie, c'est l'objet d'une nouvelle partie, qui la relie directement à la question de l'école, puisque s'il doit y avoir connaissance et reconnaissance et culture, eh bien l'école aura un rôle absolument fondamental à jouer de ce point de vue-là.